Je suis agent de police dans le sud du New Jersey. Je me suis lancé dans cette voie à l'âge de 23 ans. La réalité du métier est souvent bien moins palpitante que l'image qu'on s'en fait. Dans mon comté, l'activité est généralement assez calme. Les interventions les plus fréquentes concernent des troubles de l'ordre public ou des vols à l'étalage occasionnels, avec, de temps à autre, une affaire un peu plus sérieuse qui vient rompre la monotonie. J'ai connu à peu près tous les horaires imaginables. Mais les nuits avaient une saveur particulière. J'ai fait mes classes de nuit et indéniablement, les appels nocturnes avaient une étrangeté que l'on ne retrouvait pas le jour. Or, cette nuit-là, alors que j'étais de service, le silence était roi. Aucun appel ne perça l'obscurité. Je roulais lentement sur une route paisible, dénuée de lampadaires, flanquée de forêts sombres de part et d'autre. Soudain, dans le reflet tremblotant de mes phares, j'aperçus des feux arrière se rapprochant rapidement sur le bas-côté droit, mordant l'herbe. En me rapprochant, la portière côté conducteur béait, ouverte comme une gueule sombre. Instinctivement, je ralentis, me préparant à me garer sur l'herbe, bien décidé à offrir mon aide. C'est alors que je vis une silhouette s'extraire du véhicule. Un instant d'hésitation, puis la personne s'élança, disparaissant dans l'épaisseur du bois. Sans perdre une seconde, je contactai la centrale, signalant une personne ou un véhicule suspect. La main crispée sur mon arme, je sortis de ma voiture. La lumière crue de ma torche perçant l'obscurité. On ne savait jamais ce qui pouvait se cacher dans ces bois silencieux. Dans cette situation précaire, je me préparais au pire. Arrivé devant la portière du véhicule, j'y jetai un coup d'œil, m'attendant presque à y découvrir un inconnu. Heureusement, l'habitacle semblait désert. Cependant, une odeur pestilentielle s'en échappait, un fumet nauséabond de charogne qui me saisit à la gorge. Interpellant les bois, je demandai à haute voix si quelqu'un avait besoin d'aide, tout en m'avançant vers la lisière des arbres, le faisceau de ma lampe torche balayant l'obscurité. De retour à la voiture, je me suis penché sur le siège passager, cherchant à comprendre. Mes yeux ont été immédiatement attirés par un amas de mouchoirs et d'essuie-tout maculés de sang, jonchant le sol et les sièges arrière. Le rouge sombre imprégnait chaque fibre de papier, témoignant d'une scène violente. Soudain, un craquement de branches, un bruissement de feuilles. Des pas se rapprochaient dans les bois. J'ai pivoté brusquement, ma lampe de poche balayant l'obscurité, et j'ai crié « Sortez des bois !» Le silence. Rien. Personne en vue. Pourtant, j'étais certain que quelqu'un se cachait là, tapi dans l'ombre des arbres. Cette certitude s'est muée en frisson glacé lorsque j'ai perçu une voix grave, profonde, venant de quelque part derrière le rempart de verdure. Les mots, inintelligibles, résonnaient comme un avertissement. Sans hésiter, bravant la peur qui me nouait la gorge, j'ai rétorqué d'une voix forte « Montrez-vous, ou vous le regretterez amèrement ». Alors que je m'approchais, la main déjà sur la crosse, je me préparais à dégainer. « Êtes-vous blessé ?» répétai-je, la voix forte et claire. Le silence. Aucune réponse. La voix que j'avais entendue précédemment ne ressemblait pas à celle d'une personne agonisant dans la douleur. De plus, pourquoi fuir dans les bois à la vue d'une voiture de police ? L'énigme s'épaississait à chaque seconde. Une intuition sombre me saisit.
quelque chose clochait, c'était indéniable. Retournant à la voiture, je sollicitai de l'aide. En l'examinant de plus près, un détail glaçant me frappa. Elle était dépourvue de plaque d'immatriculation. Puis, en ouvrant le coffre, je découvris un paquet lourd, enveloppé dans du papier absorbant maculé de sang. Un haut-le-cœur me gagna. Avec des gants, je déballai le paquet avec précaution. L'horreur se dévoila. Une main sectionnée. L'atrocité de la scène me laissa pétrifié, la couleur rouge sombre du sang rendant l'identification presque impossible au premier abord. La situation a basculé, passant d'une intensité de 5 à 10 sur l'échelle de l'urgence. J'ai immédiatement alerté par radio, signalant un potentiel meurtre et réclamant du renfort. Afin de faciliter le repérage de ma position pour les autres unités, j'ai activé les gyrophares de mon véhicule. Lorsque les renforts sont arrivés, nous avons méticuleusement fouillé les bois, à la recherche d'éventuelles traces de sang. En vain. Aucune traînée hémorragique ne menait, pas même depuis la voiture. L'hypothèse que la main et le sang présents sur les mouchoirs ne provenaient pas de l'individu que j'avais vu s'enfoncer dans la forêt commençait à prendre forme. La nuit avait enveloppé les lieux et l'unité canine fut finalement dépêchée pour retrouver la trace de la personne disparue. Des heures s'égrenèrent, le temps s'étirant bien au-delà de l'aube, mais la quête restait vaine. Le véhicule fut saisi et placé sous scellé. Il s'avéra qu'il avait été déclaré volé par un habitant d'une bourgade voisine, un homme désemparé qui affirmait n'avoir aucune idée de qui aurait pu s'emparer de sa voiture. Les experts relevèrent des empreintes digitales sur le volant et des prélèvements ADN furent effectués sur la poignée de porte dans l'espoir de percer le mystère de cette étrange disparition. Il n'existait aucune correspondance dans la base de données. Pas une seule âme qui pût être reliée à cette main sectionnée. À ce jour, l'identité du conducteur de cette voiture fantôme reste un mystère, tout comme celle à qui appartenait cette macabre relique. Mon partenaire et moi, affectés à une unité spéciale du département du shérif, traquons les fugitifs qui ont violé les termes de leur contrôle judiciaire. Une nuit, alors que nous recherchions une personne ayant brisé son bracelet électronique, nous avons suivi sa dernière localisation, connue jusqu'à un quartier des plus louches de notre comté. La routine s'est vite estompée, laissant place à un malaise grandissant. Une atmosphère pesante, inhabituelle, nous enveloppait dès le début. Alors que mon partenaire s'avançait vers la porte d'entrée, je me tenais le long du mur de la maison, concentré sur lui et sur la façade. Après avoir frappé, nous avons perçu des mouvements à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement et une femme d'âge mûr apparut, son regard se posant directement sur moi. Il était impossible qu'elle sache où je me trouvais. Aucune fenêtre, ni à l'avant, ni sur le côté de la maison, ne permettait de me voir. À première vue, il était surprenant que la plupart des gens répondent à la porte d'entrée sans jeter un coup d'œil sur le côté de la maison. Après un instant d'hésitation, elle nous laissa entrer après que nous ayons demandé si elle connaissait Camille, la personne que nous recherchions. Elle marmonna quelque chose, laissant entendre qu'elle était là. La situation prit une tournure inattendue. Elle se laissa tomber à 4 pattes et commença à ramper sur le sol en appelant Camille à tue-tête. Il était clair que cette femme souffrait de troubles mentaux et nous supposâmes que Camille était une sorte d'aide-soignante. La
L'atmosphère était étrange, pesante, mais nous avons commencé à fouiller la maison malgré tout. Tout au long de notre recherche, cette femme, sans jamais se relever, rampait derrière nous en hurlant le nom de Camille. Il devait être environ 20 heures. La nuit était déjà tombée. À l'intérieur, une seule lumière éclairait faiblement l'espace. Étrangement, il n'y avait ni téléviseur, ni aucun appareil électronique. Un malaise palpable imprégnait les lieux. L'agencement de cette maison d'antan comprenait environ 4 chambres et s'étendait sur 2 étages. Chaque fois que je quittais une pièce, j'avais l'étrange impression de ne plus faire partie de l'endroit que je venais de quitter. En m'engageant dans un couloir, je me retrouvais comme transportée dans une autre section de la maison, comme si j'avais franchi une brèche dimensionnelle. Parfois, la femme se tenait juste derrière moi, sans le moindre bruit. Je commençais sérieusement à me demander comment tout cela était possible. Nous avons gravi l'escalier, atteignant un étage qui, de prime abord, semblait banal. Des chambres, peut-être une salle de bain. Mais en tentant d'ouvrir une porte, celle-ci résista. Elle semblait scellée, comme recouverte de couches de peinture séchée, emprisonnée dans ses propres jointures. Après un effort soutenu, la porte céda, dévoilant non pas des chambres, mais un grenier. L'atmosphère était étrange, chargée d'une présence invisible. L'image évoqua alors un souvenir. Cette scène du film Paranormal Activity, où le protagoniste découvrait une photographie de sa femme et de son enfant dissimulée dans l'isolation. Une impression glaçante nous envahit, un sentiment d'intrusion et de mystère. Il n'y avait qu'un espace de stockage nu, de l'isolation défraîchie, et une ampoule à l'ancienne, pendue au bout d'une ficelle. La femme, elle, restait assise au pied de l'escalier, nous observant sans relâche, lançant de temps à autre un appel désespéré à Camille. Après ce qui nous parut 1 heure entière à fouiller cette maison de fond en comble, retournant sans cesse dans des pièces que je jurerais avoir quittées à peine quelques instants auparavant, nous avons finalement abandonné et quitté les lieux. Alors que nous nous éloignions en voiture, la femme se tenait désormais droit devant la porte, son regard fixe et insistant, nous suivant jusqu'à ce que nous disparaissions de sa vue. Étrangement, d'après nos relevés d'appel, nous n'étions restés sur place qu'une 20aine de minutes. L'attente sembla s'étirer bien au-delà d'1 heure, peut-être même 2. Je ne sais pas ce qui était le plus troublant. L'heure tardive, cette femme qui rampait à 4 pattes en hurlant le nom de Camille, son apparition silencieuse dans mon dos sans que je l'aie entendue bouger, ou son regard fixe planté sur nous depuis la porte alors que nous partions. Nous n'avons jamais remis les pieds dans cette maison. Ma famille et moi vivions au cœur de la Géorgie. Rares sont les histoires qui émergent de cette région, et celle que je m'apprête à vous conter nous conforte dans cette idée. Mon cousin, que je nommerai Bob, est officier de police depuis 5 ans. Il a rejoint les forces de l'ordre avec un regard vif et plein d'optimisme, comme beaucoup, je suppose. Cela peut paraître naïf, mais il voulait sincèrement changer les choses et améliorer la vie des habitants de sa communauté. Un jour, ils ont reçu une alerte concernant une maison située quelque part entre Macon et Roberta. À en croire Bob, c'était un endroit que les gens croyaient abandonné depuis des années, ce qui donne une idée de l'état de la demeure. Un
Un vieil homme était assis sur les marches devant la porte d'entrée, les mains enfouies dans ses poches. Bob et son collègue s'approchèrent et furent immédiatement frappés par son état. Il ne pleurait pas à proprement parler, mais il était secoué de sanglots et marmonnait des paroles décousues sur l'horreur de la situation. Ils tentèrent de l'interroger, mais l'homme était totalement incohérent. Il ne fallut que quelques instants pour comprendre que le malheureux était profondément traumatisé. Tandis que son partenaire appelait des renforts, Bob, le cœur battant, dégaina son arme et se résolut à pénétrer dans la demeure. Une odeur âcre, nauséabonde, l'agressa dès le seuil franchi. Il me raconta plus tard que la cuisine et le salon étaient un véritable champ de bataille. Il était évident que les occupants de la maison souffraient d'une accumulation compulsive. Des montagnes de casseroles menaçaient de s'effondrer depuis le plafond. Des restes d'aliments jonchaient la table, et des boîtes de plats à emporter parsemaient le sol. Témoignage d'un quotidien chaotique et insalubre. L'odeur était absolument répugnante. Suivant la procédure, Bob lança un appel, espérant une réponse. Un silence glacial lui répondit. Il me raconta que malgré ses 5 années d'entraînement intensif et son expérience accumulée, son cœur battait déjà à tout rompre. Son arme à la main, il inspecta le salon, mais celui-ci était désert. Il s'avança dans le couloir, l'odeur putride devenant de plus en plus insoutenable. L'émanation était si forte qu'il dut se couvrir le nez et la bouche avant d'ouvrir la porte de ceux qu'il supposait être la chambre. Là, sur le lit, gisaient 2 cadavres à la peau grise, couverts de mouches. Un haut le cœur lui tordit l'estomac, mais Bob prit la décision, qu'il allait amèrement regretter par la suite, de s'approcher. L'un des corps était celui d'un homme, l'autre celui d'une femme. La peau de leur visage commençait déjà à se détacher, et les mouches effectuaient des allers-retours incessants entre leurs lèvres. Certaines se posaient même sur leurs globes oculaires. Bob, inspectant le cadavre d'une femme, fut saisi d'horreur en découvrant qu'elle serrait contre elle un corps encore plus petit, celui d'un nourrisson. Ce fut une énorme blatte rampant hors de la bouche du bébé mort qui poussa Bob à fuir la maison, plié en 2, vomissant son déjeuner sur les marches où l'homme s'était assis. Lorsque les autres véhicules arrivèrent enfin, une inspection plus approfondie put être menée. Un vieil homme, un ancien collègue et ami du défunt, avait croisé le chemin de Bob et de son partenaire à leur arrivée. Ils avaient partagé les rangs d'une entreprise d'emballage de pêche. L'absence de l'homme, qui durait depuis plus d'1 semaine, avait poussé le vieil ami à se rendre à son domicile, inquiet. Il fut, hélas, le premier témoin de l'horreur découverte dans la chambre à coucher. L'enquête révéla une triste vérité. Le couple, à un moment donné de son existence, avait sombré dans la dépendance aux opioïdes. Après une opération subie environ 1 an auparavant, ils avaient sombré ensemble dans l'abus d'antalgiques. L'addiction avait enflé, les entraînant vers l'héroïne. D'abord sniffée, puis injectée. Leur fille, à peine âgée de 2 ans, était décédée, victime de négligence. Lorsque le mari et la femme découvrirent le corps sans vie de leur enfant, ils brisèrent complètement et décidèrent d'en finir. Le médecin légiste trouva dans leur corps une quantité d'héroïne suffisante pour les tuer 2 fois. Bob est toujours dans la police, mais depuis, il a commencé à boire un peu trop. Il suit une thérapie et a réussi depuis à maîtriser son problème d'alcool. Pourtant, presque à chaque fois que nous échangeons,
il me confie être encore hanté par des cauchemars atroces, ceux où il revoit le corps sans vie de cet enfant. Et dans ces songes funestes, les pleurs du bébé résonnent sans fin. Une fois, j'ai été dépêchée sur les lieux d'une possible effraction. Une jeune femme, vivant seule, avait appelé, terrifiée. Elle avait découvert, en rentrant chez elle, une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. Mais rien ne semblait avoir été volé, et elle n'avait trouvé personne à l'intérieur. Le sommeil se fit lourd pour elle, mais une ombre d'inquiétude plana lorsqu'elle crut entendre des pas feutrés en contrebas. À peine eut-elle murmuré son appréhension que la communication se coupa, et tous nos rappels restèrent vains. Je pris l'appel et me rendis à cette modeste demeure. Devant la porte close, je frappai, d'abord timidement, puis avec plus d'insistance, appuyant sur la sonnette. 1 minute s'écoula, tendue. Une ultime tentative, cette fois plus énergique, résonna dans le silence. Des coups sourds et une sonnerie stridente. Silencieux, je l'étais bien moins. L'absence de réponse à mes appels résonna comme un défi. L'inspection s'imposait. Faisant le tour de la bâtisse, je découvris une fenêtre béante, offerte comme une invitation, une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler sans peine. Prudemment, j'y plongeai la tête, brisant le silence de ma voix rauque. « Police ?» Le silence me répondit, lourd et menaçant. J'ai signalé par radio à la centrale que la maison semblait silencieuse. D'autres agents étaient en route, mais je ne pouvais me résoudre à attendre, craignant que quelqu'un ne soit réellement en danger à l'intérieur. J'ai annoncé par radio que je pénétrais dans la maison par la fenêtre et me suis hissée à l'intérieur. J'ai enjambé les éclats de verre éparpillés dans la cuisine. L'arme au poing, j'ai avancé prudemment, le crissement du verre sous mes bottes résonnant dans le silence. Arrivé devant la maison, j'ai crié pour signaler ma présence en tant qu'agent de police à quiconque pouvait s'y trouver. Le silence fut ma seule réponse. Sans un bruit de pas en retour, j'ai entrepris de monter à l'étage. La femme au téléphone avait signalé à la centrale avoir entendu des bruits en bas, ceux qui laissaient supposer que sa chambre se trouvait en haut. Gravissant les marches, je ne cherchais pas à me faire discret, mais évitais tout de même de faire un bruit excessif. L'incertitude planait. Allais-je me retrouver face à un individu armé, ou la femme était-elle simplement seule, terrée dans son lit? Parvenue en haut, j'ai lancé « Madame, police, êtes-vous là ?» Une voix douce et féminine, venue de l'étage, me parvint. Un simple « oui ». Guidée par ce murmure, je montai et découvris une chambre où une femme était assise dans son lit, enveloppée dans ses couvertures. Elle leva les yeux vers moi et je lui demandai si elle allait bien. « Oui, ça va », répondit-elle. Pourtant, je perçus une légère vibration dans sa voix, une hésitation imperceptible. Je laissai l'obscurité régner dans la chambre, mes yeux fixés sur elle. La lumière argentée de la lune, filtrant à travers la fenêtre, suffisait à déchiffrer l'expression de son visage. Une expression de trouble, de profonde angoisse. Je lui dis que j'avais répondu à son appel, puis la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi avait-elle raccroché, refusant mes rappels incessants? Sa voix trembla, hésitante, avant de murmurer « Il n'y a personne ici ». J'ai été interpellée par l'étrangeté de la situation. Mon regard a glissé vers le placard, et un imperceptible signe de tête de ma part lui a demandé si c'était là.
Une secousse négative, à peine visible, fut sa réponse. Alors, j'ai baissé les yeux vers l'espace sombre sous le lit et pointé du doigt. Cette fois, un hochement de tête affirmatif, timide, confirma mes soupçons. La pression de la décision suivante pesait alors comme 1000 livres sur mes épaules. L'idée la plus ingénieuse qui me vint à l'esprit fut de lui dire, d'un ton assuré, « Écoutez, madame, j'ai juste besoin que vous signiez ce formulaire attestant de ma présence et confirmant qu'il n'y a rien d'anormal. » Elle acquiesça et se leva de son lit pour s'approcher de moi. Quand elle fut apportée, je la poussai hors de la pièce, dégainai mon arme et hurlai « Sortez de sous le lit !» Un frisson me parcourut lorsque je vis une silhouette sombre se glisser lentement hors de l'obscurité, les mains en l'air, et jeter toute arme, ordonnai-je, la voix tremblante. Au silence pesant succéda un cliquetis métallique. Une arme tombait au sol. Surgissant de dessous le lit, un homme d'âge mûr, vêtu de noir de la tête aux pieds, leva les mains en signe de reddition. Sans hésiter, je l'arrêtai sur le champ et le conduisis à l'extérieur, juste au moment où mes collègues arrivaient sur les lieux. La femme, terrifiée, avait raccroché au nez de la police, craignant que l'intrus, entendant nos pas à l'étage, ne découvre sa tentative d'alerte. La sonnerie résonnait, mais elle restait muette. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne décrochait pas. La raison était simple et terrifiante. Un intrus venait de faire irruption dans la pièce, la menaçant avec une arme. La police était déjà en route, appelée pour une raison que j'ignore encore. Au lieu de s'enfuir, l'homme, dans un geste irrationnel, la somma de ne pas faire le moindre bruit à l'arrivée des forces de l'ordre, sous peine de la tuer. Après avoir insisté avec la sonnette, il s'était tapi sous le lit, lui ordonnant de faire comme s'il n'était pas là. Je suis soulagée d'avoir perçu la gravité de la situation. Sans mon intervention, l'histoire aurait pu prendre une tournure tragique.